Merci de nous rejoindre dans l'invité du soir, mesdames et messieurs. 180 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, soit le mois d'octobre 2025, c'est le délai dans lequel les candidats doivent enregistrer leur candidature à la Sénat pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Ceci conformément au code électoral voté à l'Assemblée nationale le 6 mars 2024 et dont l'opposition à Patrice Talon demande toujours une relecture, ce qui suscite, à moins de 3 mois de ce délai, des interrogations face à ce calme profond et pesant au niveau des partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, d'où le thème de ce soir, présidentielle 2026, silence des partis politiques, la responsabilité de Talon. Et comme tous les vendredis, nous recevons Monsieur Irénée Agossa, membre du bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau. Il est manager qualiticien, ancien directeur général de l'ES-Sonacop, ancien conseiller à l'ARAC et rapporteur de la 3e mandature, candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Monsieur Irénée Agossa, j'ai fait le tour. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien ce vendredi. Ça va, et nous rendons grâce. D'accord. J'espère que c'est la même chose chez vous. Ah bah si, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous sommes encore là pour édifier nos téléspectateurs sur nos thématiques que nous choisissons. Je viens de planter le décor et voici la première question. Octobre 2025 approche plus que jamais et c'est un silence de cimetière, si on peut le dire, que nous observons au niveau des partis politiques, même au niveau du vôtre. Qu'est-ce qui explique, M. Irénée Agossa, une telle ambiance? D'accord, il faut dire qu'il n'y a pas de silence, nous, à notre niveau. Le parti UP Le Renouveau est en activité et dans la dynamique, bien sûr, des élections prochaines. Vous comprenez le contenu du silence? Oui, nous ne sommes pas du tout dans la phase du silence. Pas du tout. Et ce qui explique, apparemment, bien sûr, votre question, c'est que nous sommes dans une phase de mutation. Nous sommes dans une phase de mutation des réformes, en fait, ce qui a commencé depuis 2019. Et en 2021, vous devez comprendre que l'élection présidentielle a changé de sens et qu'il avait, bien sûr, le parrainage. Hein? Donc, il fallait plus se présenter seul pour dire qu'on est candidat comme on le faisait un temps. Il fallait obliger le candidat à avoir des parrains. Donc, le parrainage a été instauré. Et c'est d'ailleurs en ce temps que nous avons été candidats et que nous avons sauvé la démocratie. Nous avons sauvé cette démocratie en faisant en sorte que ce que voulaient ceux qui sont anti-réformistes ne se réalise pas. Bon, parce que donc, il faut qu'on précise, d'autant plus que les gens ne le comprennent pas. Nous avons œuvré, bien sûr, pour que la démocratie soit sauvée, parce que le processus a continué et ils sont en train de bénéficier aujourd'hui de la continuité du processus. Donc, 2021, il fallait le parrainage. 2023, les gens ont été aux élections législatives avec déjà un code qui a été aménagé. Donc, 2026, les imperfections au niveau du parrainage ont été corrigées. Parce qu'on a ramené maintenant le parrainage au niveau des partis politiques. Donc, ce marchandage qui pouvait avoir lieu au niveau des parrainages a été corrigé par les dispositions qui ont été prises pour 2026 maintenant. Donc, les parrains sont désignés au niveau des partis politiques et sont portés par les partis politiques. Donc, il ne s'agit plus du tout, à partir de cet instant, d'un homme qui rencontre son peuple, comme ça se faisait en temps, n'importe qui peut se lever et dire qu'il est candidat, mais il s'agit plutôt maintenant d'un parti politique qui a une vision et qui choisit en son sein quelqu'un qu'il parraine et qu'il présente maintenant au peuple. Donc, c'est ça la différence. Donc, cette procédure fait que ce que vous voyez en temps ne peut plus se produire. L'animation que vous voyez en temps ne peut plus se produire. Donc, tout est au niveau des partis politiques.
Donc, il faut que les partis politiques, aujourd'hui, désignent en leur sein ceux qui peuvent, bien sûr, les représenter et qui incarnent au mieux leur vision et qui peut leur permettre de gagner. Du coup, il y a une exigence stratégique et structurelle au niveau des partis politiques. Donc, on ne peut plus être comme en temps. Il faut désormais se mettre dans une nouvelle stratégie et avoir maintenant une structure capable de vous conduire à ce que vous fassiez ce choix. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. C'est pourquoi je vous dis que nous ne sommes pas dans le silence. Vous allez constater que UP Le Renouveau est partout sur le terrain. Le président bouge avec la haute direction. Nous bougeons, nous informons, nous discutons avec les parlementaires. Son candidat, est-ce que ça a un intérêt? Mais le candidat viendra. Pourquoi vous êtes pressé? Parce que c'est le parti qui désigne. Et nous n'avons pas un problème. Nous sommes en train de suivre la chronologie stratégique de notre parti. Il faut maintenant une stratégie pour nous permettre de gagner. Donc, nous sommes en train de suivre tout au niveau de notre parti. Mais ce qui, en fait, vous gêne et que vous voyez le calme, je dis d'abord, c'est la procédure, mais c'est aussi au niveau des autres partis, surtout au niveau du parti de l'opposition, où la tendance, c'est à leur niveau, eux qui doivent proposer une alternative, c'est eux. Et tant qu'eux, ils ont à la tête de leur parti quelqu'un qui n'est pas présidentiable, qui ne représente pas, en fait, un candidat qui peut être parrainé. Il est out totalement. Et c'est ça qui fait qu'on a un silence. Vous percevez le silence de l'autre côté. Mais chez nous, vous ne pouvez pas parler comme ça. Nous avons à la tête du parti UP Le Renouveau quelqu'un qui remplit toutes les conditions. Et nous avons dans notre bureau tous ceux qui remplissent ces conditions. Et au niveau de la majorité présidentielle, nous avons des gens qui remplissent ces conditions. Mais de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui ne remplit pas les conditions et qu'eux, ils ont personnalisé le système et les gens croient qu'en fait, c'est lui qui veut être candidat. Donc, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous avons changé. Et ce qui fait que nous sommes dans une logique de la dynamique du choix de notre candidat. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui sont contre les réformes, qui sont toujours en action. Ils vont vous dire qu'il faut rélecture de loi électorale. Ils vont vous dire qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Ils vont vous dire des choses qui ne cadrent pas avec la résolution des problèmes. Je vous dis que c'est ce qu'ils disent. Vous avez posé une question et je vous réponds. C'est ce qu'ils disent, ce qui fait que vous ne vous sentez pas concerné. S'ils posaient des problèmes concrets et ils apportaient des solutions convenables, vous allez vous sentir concerné. Vous ne vous sentez pas concerné parce qu'en réalité, ils sont des anti-réformistes. Ils ne veulent pas des réformes. Pour leur problème, c'est d'arrêter le processus actuel. C'est de dire que le processus actuel va nous conduire à une violence, va nous conduire à une instabilité. Or, tout a été fait pour que nous soyons dans un système cohérent et qui permet de stabiliser notre pays. Nous rassurons tout le monde qu'il n'y a aucun problème au niveau des partis. Ce silence est apparent. Nous sommes dans la dynamique et nous sommes dans la dynamique, bien sûr, des réformes et nous allons conduire jusqu'au bout ces réformes. Je vais peut-être insister un peu pour justifier cette inertie des acteurs politiques de quand disent ou pensent que Patrice Talon a verrouillé tout le système, code électoral, système partisan et bien d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à cela, René Agossa? Ce n'est pas le président Patrice Talon qui vote les lois. Il y a une majorité qui s'en charge. Ben, ils sont au Parlement. Il y a 28 députés qui sont au Parlement. Oui. Ils n'ont pas voté. Comment le président qui vote les lois lui-même? Non, il y a une séparation des pouvoirs. Donc c'est le Parlement qui vote les lois. Et quand le Parlement vote les lois, même si vous êtes minoritaire, vous assumez. On peut lire entre les lignes. Si vous n'êtes pas dans une quand on se réfère à cette interview qu'il a donnée, on peut dire que c'est ça qui s'est traduit en loi. Si vous n'êtes pas dans le populisme institutionnel, si vous n'êtes pas d'accord, vous faites une autre proposition. Vous n'attaquez pas l'institution. Ceux dont vous parlez, ils ne font aucune proposition. Là, ici, le chef de l'État a dégagé sa responsabilité en ce qui concerne l'élection présidentielle. Il a dit partout et tout le monde est sûr maintenant que le président ne veut pas rempiler et que le président respecte la Constitution. Mais là n'est pas le sujet, président respecte la Constitution. Non, c'est là d'abord. Le président respecte la Constitution et le président est garant de la Constitution. Il a démontré. C'est clair. En réalité, ceux qui posent le problème, c'est les anti-réformistes
qui disent toujours ce que vous dites que le président a bloqué, a posé les lois, a informé, etc. C'est faux. Le président n'a rien fait. Ce que le président a fait plutôt, le président a incarné la protection et la protection de notre processus démocratique. Il a contribué à protéger notre processus démocratique. Donc, il a fait en sorte que les garde-fous soient posés. Notre processus démocratique doit être protégé. Et c'est ça qu'il a fait. Donc, n'importe qui ne peut pas se lever et venir dire qu'il est candidat dans le pays. Le président a encouragé ça par son autorité et par le fait que sa majorité l'a conduit et que les choses se fassent dans ce sens. Il a protégé dans quel sens? Voyez aujourd'hui, les envahisseurs qui peuvent quitter l'extérieur et venir nous voir et dire qu'ils sont candidats n'importe comment, ça ne peut plus se passer. L'exemple, c'est l'introduction du numérique et de l'intelligence artificielle dans le système actuel. Vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie? Donc, et ils se sont vus debout un jour, tout le monde a été étonné que l'intelligence artificielle a été manœuvrée pour leur désigner presque un candidat qui pouvait être élu. Et ils ont annulé le processus en plein jeu. Ils ont annulé le vote, qui est celui qui était porté au second tour. Ils ont annulé le vote. Parce que simplement, ils n'ont pas suffisamment protégé leur espace démocratique. Aujourd'hui, avec ce que nous avons, il faut protéger cet espace et donner tout le droit et tout le devoir aux partis politiques. En quoi faisant? Quelqu'un qui est porté par le numérique. Et on met ça sur le numérique qui est un apatride qu'on ne connaît pas. Vous savez il pouvait être candidat chez nous en temps. Mais aujourd'hui, il peut être candidat. Mais il faut qu'un parti l'assume. Il faut qu'un parti dise que c'est un citoyen correct et que le débat soit mené au sein d'un parti. C'est ce que plutôt le président a soutenu et a porté en tant que système de verrouillage. Il a verrouillé de manière à ce que, avec sa majorité, et de manière à ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous imposer un candidat. La France ne peut pas nous imposer un candidat. Les États-Unis ne peuvent pas nous imposer un candidat. Aujourd'hui, Facebook ne peut pas nous imposer un candidat. Mais donc, nous sommes dans la protection de notre espace. Et c'est ça, les lois. Donc, nous avons fait ça pour que les partis jouent effectivement leur rôle. Bien. Et que le candidat soit désigné conformément à la vision des partis, que les partis l'assument. Et que nous ayons correctement quelqu'un qui puisse être issu d'un parti qui a pu réaliser 20% dans chaque circonscription électorale. C'est ça ce qui est important. Donc, comment voulez-vous que nous ayons un président aujourd'hui issu d'un parti qui n'est même pas capable d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales? Aujourd'hui, la loi impose ça. Et ça n'a pas été un verrouillage. Donc, ça permet à ce que l'aspiration du peuple soit prise en compte et que le président soit l'incarnation d'une vision qui, en fait, est en phase avec la résolution des problèmes des populations. C'est ça ce qui est important. Quand on parle de verrouillage, Elon Musk, vous avez vu les informations aujourd'hui aux États-Unis. Il est citoyen américain. Est-ce qu'il peut être candidat? Il ne peut pas être simplement candidat. Il faut que les Béninois écoutent. Nous, on n'a pas verrouillé, on n'a rien fait d'exclusif. Il ne peut pas être candidat parce que simplement, il n'est pas né sur le territoire américain. Il est né en Afrique du Sud. Chaque pays verroue son environnement politique et son processus par rapport aux réalités du pays. Nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas violer le processus démocratique comme la Roumanie a été accusée pour dire qu'ils ont arrêté le processus en plein système. Nous avons pris des précautions légales pour que nous soyons vraiment protégés, que notre processus soit protégé et que ceux qui vont choisir les candidats soient responsables et qu'ils l'assument entièrement pour dire que c'est notre candidat et qu'on donne l'opportunité au peuple de faire un choix
claires pouvant lui permettre d'avoir l'espoir de la résolution de ses problèmes. Dernière question sur ce sujet, Irénée Agossa. L'élection présidentielle aura lieu en avril 2026, alors que les candidatures seront connues et validées 6 mois avant. Une situation inédite dans l'histoire politique du Bénin. Comment vous voyez cette traversée pour les candidats à désigner? Voilà une situation pas inédite, c'est l'innovation du Bénin. Nous avons encore innové une fois dans le processus démocratique. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en France. Le président a été élu et il n'a pas une majorité au Parlement. Vous voyez tous les désordres qui se passent au niveau de la 5e République en France. Aujourd'hui, chez nous, c'est que le président serait élu certainement et obligatoirement de la majorité. Parce que le parti qui aura 20% dans toutes les circonscriptions et qui serait au Parlement et qui dégage un candidat, c'est certainement un parti national et ce parti peut présenter un candidat digne du nom et qui va aspirer et qui aura la majorité. Parce que c'est celui qui aura la majorité à l'élection générale, aux élections générales plutôt, c'est celui-là qui probablement serait le prochain président de la République. Donc, parce que nous désignons les duos 6 mois avant. Et ensuite, ces duos vont pouvoir conduire la campagne des élections générales. Donc, on connaît déjà celui qui veut diriger le pays. Et celui-là va à travers les partis en bas pour discuter avec les populations et exposer le programme du parti, le programme qu'il veut défendre à la tête du pays dans chaque circonscription électorale pour que le peuple puisse désigner ceux qui peuvent le représenter dans chaque circonscription et permettre à ce que le débat soit mené au niveau du Parlement. Vous voyez notre processus. Nous avons innové encore une fois. Notre peuple est un peuple béni et nous avons l'intelligence de conduire les choses et de prévenir les situations. Le président qui serait issu de ce processus serait un bon président de la République et on pourra vraiment en être fier. L'autre chose, c'est que pour une première fois, Madame Tobola, vous aurez des candidats 6 mois avant et vous aurez le temps, je parle de la presse, de discuter désormais des problèmes essentiels du pays. Ça ne serait plus la chamaille. Vous aurez non seulement le temps de discuter, mais avec un nombre restreint où les débats seront faits. Les débats vont quitter le cadre des personnes. Le débat serait sur les véritables problèmes du pays. Et vous allez constater à partir de ce moment que les populations auront une possibilité de choix digne du nom. Donc ça permet à notre pays d'amorcer encore une nouvelle phase de son processus de développement à travers la clarté et l'implication. La clarté du processus et l'implication surtout des populations à la base dans le choix de leurs représentants et surtout dans le choix du président de la République. On ne peut plus mentir aujourd'hui. Dernière chose, il est compliqué aujourd'hui que l'argent s'impose. Il est compliqué que l'argent s'impose. Vous allez dépenser combien par circonscription et donner l'argent dans chaque circonscription pour que vous ayez les 20%. Vous êtes tenu, vous êtes tenu d'informer. Vous êtes tenu d'informer puisque la loi a limité les dépenses. Donc, et nous avons désormais une Cour des comptes. Donc, nous avons pris toutes les précautions. Les partis doivent jouer leur rôle. Aujourd'hui, tout est au niveau des partis. C'est pourquoi il ne faut pas permettre à n'importe qui de créer un parti dans n'importe quelle condition pour dire qu'il veut animer la vie politique nationale. Les partis deviennent un instrument sérieux et qui doivent être institutionnalisés et faire en sorte que nous ayons de ces partis de vrais débats, sur la base de vraies visions. En clair, cette inertie des acteurs politiques n'est pas du fait de Patrice Talon. C'est ce que vous dites, Irénée Agossa, sur cette thématique. Ah, absolument, puisque ce qui se passe, le président plutôt a contribué et à soutenir et à porter, bien sûr,
la protection de notre environnement démocratique et à faire en sorte que nous ayons un processus protégé. On va rendre l'antenne dans 3 minutes. Donc, nous avons 3 minutes pour la question d'actualité. Que vous inspire, Irénée Agossa, cette chamaille au sein du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral après la désignation des experts censés conduire cet audit? Bon, la chamaille, ils vont l'assumer puisque on avait prédit, nous, que ça serait une chamaille puisque l'objectif qu'ils se sont fixés, l'objectif là ne peut pas être atteint. L'objectif de venir montrer au peuple que c'était un mauvais processus et nous avons des fautes. C'est leur objectif. C'est leur objectif. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, non. Vous allez voir. Pourquoi il y a chamaille alors? Pourquoi? C'est parce que quelqu'un veut atteindre, atteindre un autre objectif et l'autre a compris. Ils ne se sont plus entendus sur l'objectif initial. S'ils se sont entendus sur l'objectif, ils ne vont pas avoir de chamaille. C'est parce que quelque part, l'objectif, il y a du flou. Si tout le monde s'entendait sur le même objectif, pourquoi il y aura de chamaille? On comprend aujourd'hui que l'objectif visé en temps là, ça ne peut plus marcher. Et c'est clair que ce n'est pas eux qui veulent crédibiliser notre processus. Il faut que ça soit clair dans la tête des Béninois. Le calendrier électoral est fixé. C'est au niveau de la loi. Donc, le travail de l'ANIP serait fait. Et quand est-ce que le travail serait déposé au niveau de la Sénat, c'est déjà prévu par la loi. La liste provisoire, etc. Il y a un calendrier qui est prévu. C'est ça qui serait fait et c'est ça qui serait respecté. C'est ça qui va crédibiliser notre processus. C'est-à-dire quoi? Les données statistiques doivent parvenir au niveau de la Sénat en juillet. En juillet. Le 15. Donc, la liste électorale provisoire qui doit pouvoir être dépouillée et revue, etc., par la NIP en septembre. Et nous aurons la liste définitive à la Sénat en novembre. Donc, voilà le calendrier qui a été fixé et qui crédibilise déjà notre processus sans eux. Donc, s'ils ne respectent pas ce calendrier-là, c'est pas grave, ils vont continuer leur travail après les élections. Puisqu'ils ont l'argent du contribuable, ils n'ont qu'à être en train, ils vont finir leur mission, ce n'est pas grave. Puisque notre processus est crédible et nous allons suivre le calendrier électoral fixé par la loi. C'est la loi qui permet d'aller aux élections et je rassure tous les électeurs que tout est prévu pour qu'ils soient présents sur les listes et qu'ils puissent aller voter dans la paix et dans la cohésion sociale. Merci, M. Irénée Agossa. Merci, François, l'invité de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Dans quelques minutes, mes invités vont me rejoindre pour le débat du soir. Et je vous rappelle que toutes nos productions sont disponibles sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous. À tout de suite.